mémoire retrouvée ou faux souvenir. Et comme on vous a dit tout à l'heure, il y a une controverse à propos de ce sujet. Alors, tout d'abord, j'ai écrit et publié un livre, Des ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée, sur le sujet. C'est le premier livre en français, d'ailleurs peut-être même, peut-être le seul, je crois qu'il y en a eu un autre après. Et ce livre a été traduit en anglais par l'association British Post Memory Syndrome Society en édition augmentée. J'étais très limitée dans le nombre de caractères par Bookiebook, par les éditeurs Bookiebook. Voilà, donc je me présente un petit peu. Je suis professeur honoraire de philosophie et de psychosociologie, mais je suis aussi, depuis 2009, membre du comité de rédaction de l'Association française pour l'information scientifique, AFIS, et de sa revue Sciences et pseudosciences, dans laquelle j'ai publié pas mal de choses. Et j'ai été pendant plusieurs années vice-présidente de l'AFIS aussi. Alors, donc, je vous donne quelques éléments d'information sur le sujet. Donc, j'ai publié pas mal de choses à l'Observatoire zététique, tout d'abord, depuis les années 2008-2009, dans la revue Sciences et pseudosciences, et vous trouverez, même si vous voulez, tous ces articles et tous ces sujets, et beaucoup d'autres encore, sur mon site. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec les spécialistes de la mémoire, qui sont la principale, Elisabeth Loftus, qui est une professeure de psychologie à l'Université de Californie à Irvine, et qui a mené des expériences depuis des années, écrit, je ne sais plus, j'ai noté tout à l'heure, je vous le dirai, énormément de livres sur le sujet, ainsi que participer à des procès où elle a pu sauver la cause de gens qui avaient été accusés par, disons, dans cette question de faux souvenirs. Richard McNally aussi, très important, Scott Olivenfeld, qui malheureusement est décédé depuis. Et j'avais aussi coordonné un dossier dans un numéro de Sciences et pseudosciences, numéro 312, sur la mémoire manipulée, où j'avais pu faire intervenir des spécialistes du fonctionnement de la mémoire, français, francophones, et bien sûr américains aussi. Voilà, donc j'ai noté les noms. Edwige Léon, donc c'était belge, et Jacques Van Miller aussi. J'ai lu, et je vous conseille de lire ce livre de Scott Olivenfeld sur les grands mythes de la psychologie populaire. Plusieurs nous intéressent dans le cadre de cette question des faux souvenirs. Le mythe, les victimes sont crédibles quand elles s'expriment avec émotion, très important. C'est d'ébusquer ce mythe. La mémoire humaine fonctionne comme un enregistreur ou une caméra vidéo stockant avec précision les événements vécus, ce qui est inexact. L'hypnose est une méthode utile pour retrouver les souvenirs d'événements oubliés. Le mythe, les individus refoulent les souvenirs d'expériences traumatisantes. Bon, vous comprendrez mieux pourquoi c'est un mythe quand j'aurai un petit peu expliqué ce que c'est que le refoulement. Et le mythe 28, les médicaments et la chirurgie peuvent tuer des gens, mais un thérapeute ne pourra jamais blesser quelqu'un juste en lui parlant, ce qui n'est pas toujours exact. Voilà donc les éléments de la controverse, mémoire retrouvée ou faux souvenir. Il a été introduit par cette expression de Frédéric Cruz en 1995, la guerre des souvenirs. Alors en fait, je vais préciser en quoi consiste cette guerre. C'est une véritable guerre qui est née aux États-Unis. Certaines personnes adultes ont retrouvé au cours d'une psychothérapie des souvenirs d'abus sexuels qu'elles auraient subis pendant leur enfance. Or, certaines d'entre elles se sont ensuite rendues compte que ces événements, entre guillemets, ne s'étaient jamais vraiment produits et que ces souvenirs étaient donc de faux souvenirs. On les a appelés des rétractors, on verra ça un petit peu plus tard aussi. Ce phénomène s'est propagé en France et dans d'autres pays. Et dès lors, deux camps ont émergé. Pourquoi on parle de guerre? D'un côté, certains auteurs, souvent des cliniciens, qui soutiennent que ces souvenirs retrouvés sont vrais
et que ceux qui pensent le contraire sont en déni, et de l'autre côté, des psychologues scientifiques qui respectent le code de la déontologie et qui privilégient l'evidence-based psychology, et des chercheurs spécialistes du fonctionnement de la mémoire qui montrent que la mémoire est fragile, suggestible, malléable et reconstructible, et que par conséquent, tous les souvenirs retrouvés d'abus sexuels ne sont pas nécessairement vrais. Évidemment, il ne s'agit pas ici de nier en tout point que ces souvenirs se rapportent à des événements réels. Justement, on verra aussi pourquoi. Donc les premiers sont convaincus par la réalité subjective des récits de leurs patients, et les seconds, donc les chercheurs dont j'ai parlé tout à l'heure, exigent des preuves objectives de ces récits. Donc c'est cette controverse qui a engendré la guerre des souvenirs aux États-Unis dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et on pourrait croire que cette controverse est finie. Au contraire, elle est en plein essor. Ce sont des chercheurs tels que Osgar, qui est un chercheur néerlandais, et puis d'autres, bien sûr, les Américains et tout ça, qui montrent que cette controverse est en plein essor. Les partisans de l'amnésie dissociative donc, soutiennent que les souvenirs retrouvés jusqu'à des décennies après les faits incriminés sont vrais, et que même en l'absence d'une corroboration indépendante, un seul témoignage suffit pour les authentifier. Donc voilà. Cependant, je précise ceci, qu'il n'existe pas de preuve formelle de la reconnaissance de l'amnésie dissociative, on va en reparler. La science n'a à ce jour jamais prouvé que le cerveau possédait une zone au sein de laquelle pouvaient s'enfuir des souvenirs qu'on pouvait retrouver intacts. Alors, bien sûr, je reprécise, il ne s'agit pas ici de nier l'existence et la gravité des abus sexuels avérés. La lutte contre ceux qui les commettent doit être sans merci. Donc, bien sûr, c'est un exercice important. Donc, tout d'abord, des définitions avant de partir dans le sujet. Alors, un souvenir, c'est la survivance dans la mémoire d'une sensation, d'une impression, d'une idée, d'un événement, etc., qui sont passés. Un faux souvenir, c'est un souvenir d'un événement qui n'a jamais eu lieu. Un souvenir retrouvé, c'est le rappel d'un souvenir perçu comme indisponible pendant un certain temps et qu'on pense identique à l'événement passé. Un souvenir refoulé, donc c'est référence à la psychanalyse freudienne, c'est un souvenir qui serait rendu indisponible pour se protéger, mais qui pourrait être retrouvé par des thérapies d'inspiration freudienne. Le faux souvenir induit, c'est le souvenir qui a été suggéré au départ, qui a été suggéré par des thérapies ou suggéré par expérimentation, on verra avec les expériences d'Elisabeth Loftus, ou par d'autres voies. Alors, par exemple, des interrogatoires qui finissent par faire dire à la personne que ce que lui propose l'intervenant est vrai, des groupes de parole, la contagion sociale, très importante aussi, plus on lit de choses dans les médias et plus on risque d'être convaincu. Et l'autosuggestion, on peut se persuader soi-même, bien sûr, de l'existence de ces faux souvenirs. La thérapie de la mémoire retrouvée, TMR, je vais dire probablement plus tard le sigle uniquement. Donc cette thérapie recouvre, c'est pas une thérapie particulière, originale en elle-même, c'est une thérapie qui recouvre une grande variété de techniques thérapeutiques. Elles se basent toutes sur 3 affirmations. La première, c'est que les symptômes actuels du patient sont causés par des expériences traumatisantes, telles que des abus sexuels subis dans l'enfance. La deuxième, les souvenirs de ces événements ne sont pas conscients. Et la troisième affirmation, il faut rendre ce souvenir conscient, donc redescendre au fond, ou au moins reconnaître que le traumatisme s'est produit pour pouvoir être guéri, que le traitement puisse réussir. L'amnésie dissociative, donc, qui est un des sujets, une des parties importantes du sujet. L'amnésie dissociative et le DSM-5. Donc le DSM, vous savez, c'est un catalogue qui regroupe les maladies mentales et les revues régulièrement, dans lequel on peut les classifier, les psychiatres peuvent s'y reconnaître.
Donc l'amnésie dissociative, on trouve deux définitions d'elle dans le DSM-5. Donc c'est l'incapacité de se rappeler des informations autobiographiques importantes, habituellement traumatiques ou stressantes, qui ne peut pas être un oubli banal. Bien sûr, un oubli, c'est un échec d'encodage des informations. Et la deuxième définition qu'on trouve plus loin, c'est une incapacité à se rappeler des informations autobiographiques importantes qui devraient être normalement enregistrées en mémoire, dont le sujet devrait se souvenir facilement. Et voilà, on affirme, elle est toujours potentiellement réversible parce que le souvenir a été correctement enregistré. Donc ça, c'est ce qui est dit dans le DSM. Est-ce que c'est exact? L'amnésie dissociative est une nouvelle appellation du refoulement freudien d'après les chercheurs tels que Audiard et les chercheurs américains McNally et Lilienfeld et Elisabeth Loftus aussi, on dira. L'amnésie dissociative et le DSM-5. Donc, attendez, je me suis... Ah oui, non, mon animation n'est pas bonne. Donc, j'ai cité McNally, Lilienfeld et tout ça, qui précise que en l'absence de validité expérimentale et clinique du refoulement, ces partisans ont mis l'emphase sur l'aspect dissociatif de la mémoire pour donner une caution scientifique au refoulement. Voilà, donc il y a eu dans les années précédentes, entre 2010 et 2019, 71 articles publiés dans une revue scientifique sur l'amnésie dissociative, alors qu'entre 1990 et 1999, il n'y avait aucun article publié sur l'amnésie dissociative. C'était considéré comme uniquement du refoulement. Donc, question importante qu'on repose tout le temps, pourquoi le refoulement n'est-il pas inscrit et décrit dans les précédentes versions du DSM, et même dans le DSM-5, alors que la 5e édition du manuel d'amnésie dissociative, plusieurs raisons sont avancées dans la littérature, donc je les résume rapidement. D'abord, l'équipe chargée du manuel à cette époque-là était très majoritairement composée de psychiatres, aucun spécialiste du fonctionnement de la mémoire. Ensuite, la littérature clinique inclut des études de cas, essentiellement, qui décrivent donc des cas de sujets prétendant, disant, avoir eu une amnésie dissociative à la suite d'un abus sexuel commis sur eux dans leur enfance. Voilà, donc en fait, on trouve des explications alternatives à la dissociation. L'amnésie dissociative, disons plus précisément, il ne s'agit pas nécessairement, je dis bien nécessairement, parfois il s'agit de ça, mais pas nécessairement d'un trouble amnésique. Tout d'abord la jeunesse, hein, il y a des personnes très jeunes qui ont subi ce genre d'épreuves et qui ne lui ont pas donné le sens qu'elles vont lui donner plus tard à l'âge adulte, avec les connaissances qu'elles ont acquises de ce sujet. Mais on dit qu'il ne s'agit pas d'une amnésie, il s'agit simplement de ne pas avoir inscrit les choses sous cet angle. Le stress et les émotions aussi, qui peuvent empêcher la personne de bien créer le souvenir au moment T et à l'instant T, et de le récupérer de façon complète. Et puis, il y a aussi certaines personnes qui ne veulent pas parler de leur traumatisme pour des raisons qui leur appartiennent. Et on peut associer parfois ce silence à de l'amnésie, sans que ce soit de l'amnésie, quand elles se mettent à parler. Et autre explication, les gens ont révélé les faits rapidement après l'exposition du traumatisme, et il arrive qu'ils oublient qu'ils en ont parlé, et donc ils associent en fait ceci à une sorte d'amnésie qu'ils retrouvent donc 20 ans plus tard, parfois. Les effets de l'alcool et des drogues aussi peuvent produire des trous de mémoire. On peut ne pas se souvenir quand on était sous leur influence de ce qui s'est passé. Alors, les faux souvenirs, bon, ça c'est l'allusion à l'expérience Bugs Bunny à Disneyland de Elisabeth Loftus. Donc, tout d'abord, nos cerveaux nous jouent des tours. On peut dire que chacun d'entre nous est concerné par ça. Par exemple, bon, on dit parfois que bon, ce sont seulement des gens qui n'ont pas le niveau d'éducation qu'il faut, qui déforment leurs souvenirs, mais c'est inexact. Jean Piaget, par exemple, qui était un pionnier en matière de psychologie de l'enfant, racontait un faux souvenir qu'il avait d'avoir été enlevé dans sa poussette lorsqu'il avait 2 ans. Et plus tard, à l'âge adulte, en fait, il a pu
avoir les preuves que ça ne s'était pas produit. Il y a aussi le souvenir très important d'Elisabeth Loftus, enfin le faux souvenir d'avoir découvert elle-même le corps de sa mère dans la piscine noyée alors qu'elle avait 14 ans. Donc elle était persuadée que c'était elle qui avait découvert sa mère, et puis en fait elle a appris plus tard que non, que ce n'était pas elle, et que c'était simplement un membre de la famille. Et donc elle dit, quand il s'avéra que ce souvenir n'était qu'une fiction, je suis profondément déçue. J'éprouvais un étrange attachement au film coloré de ma vérité narrative inventée. Voilà, donc je rappelle, donc psychologue, professeure à l'Université de Californie à Irvine. Elle a écrit une vingtaine de livres, plus de 400 publications. Elle a témoigné comme experte américaine de la mémoire dans environ 200 patients aux États-Unis, 200 procès aux États-Unis. Les faux souvenirs fabriqués, donc elle nous montre la facilité de suggérer des faux souvenirs par manipulation mentale, donc ce qu'elle va appeler des faux souvenirs enrichis. Ces souvenirs sont des souvenirs autobiographiques vrais. On a questionné la famille de la personne, comment ça s'était passé quand elle était enfant. Et puis, ces souvenirs autobiographiques vrais, on a introduit des faux souvenirs, certains qui sont vraisemblables et certains qui sont totalement invraisemblables. Et on observe ce qui se passe chez le sujet. Donc elle a fait plusieurs expériences, là je n'ai cité que quelques-unes, mais il y en a d'autres, perdues dans un centre commercial, vous en avez sans doute entendu parler, Bugs Bunny à Disneyland, voyage en ballon avec son père, et donc celle-ci elle est intéressante, en fait il s'agit de demander au sujet de dire comment s'est passé le voyage en ballon qu'il a fait avec son père. Et on lui présente une photo dans laquelle on insère la ballon, dans laquelle on insère sa photo à lui à côté de son père, à lui quand il était enfant, à côté de son père. On lui dit raconter l'histoire. Et très souvent, les gens racontent l'histoire comme si réellement le fait s'était produit. Ils avaient fait ce voyage en ballon avec leur père. Bon, lécher par photo, c'est aussi amusant comme expérience. Donc, les expériences d'Elisabeth Loftus, donc, elles montrent que les souvenirs, les faux souvenirs peuvent être créés avec les mêmes techniques utilisées par certains thérapeutes dans la recherche, pour la recherche des souvenirs refoulés. Donc elle montre l'imagerie, l'interprétation des rêves, etc. Elle montre qu'il faut rendre l'événement plausible, donc c'est ce que je viens de dire, recueillir auprès de la famille le récit d'événements véridiques et ajouter au milieu un événement inventé. Raconter plusieurs fois l'histoire enrichie au sujet. Donc, elle dit on produit ainsi une inflation de l'imagination. C'est plus de la mémoire, c'est l'imagination qui travaille. Et on demande ensuite au sujet de raconter leur histoire plusieurs mois plus tard. Bien sûr, on lui a reproché de faire ces expériences sans tenir compte dedans de la question des souvenirs ou faux souvenirs d'abus sexuels, mais c'est évident que par éthique, on ne peut pas faire certaines expériences. Impossible d'implanter un faux souvenir d'abus sexuel dans l'esprit du patient. Et j'ajoute aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'aucune expérience n'a pu être faite encore jusque-là sur le processus mental de déconditionnement par lequel on prend conscience de la fausseté du souvenir. Alors, l'expérience d'avoir rencontré Bugs Bunny à Disneyland, elle est toute simple. On a introduit dans une affiche de Disneyland le dessin de Bugs Bunny dans l'angle droit en haut. Et on demande à des sujets, on leur présente l'affiche à chacun, donc isolément. On leur demande de raconter s'ils sont allés à Disneyland, bien sûr, de raconter leur visite à Disneyland. Donc on leur dit, lisez le texte de l'affiche. Et puis, quelques mois plus tard, on observe la production de l'effet Bugs Bunny. En fait, plus de 60% des personnes adultes testées qui sont allées à Disneyland dans leur enfance se rappellent y avoir serré la main de Bugs Bunny, 50% l'avoir serré dans leurs bras, 69% lui avoir touché l'oreille. Et en réalité, c'est un souvenir impossible parce que Bugs Bunny n'appartient pas à Disney, mais appartient à la Warner Bros. La fragilité de la mémoire et la distorsion des souvenirs.
Donc bien sûr, ceci peut avoir des conséquences très importantes. On peut manipuler la mémoire par suggestion, particulièrement au cours d'une psychothérapie. Ceci a donné aux États-Unis des accusations et des erreurs judiciaires qui ont été répertoriées dans un registre, une liste des procès basée sur de fausses accusations. Et puis, il s'est créé une association qui est Organisation nationale The Innocence Project, dans laquelle on cherche à disculper des victimes de dénonciation, d'accusation grâce à des tests ADN, et on essaye de les aider à ne plus être accusés injustement. Les techniques peuvent-elles différencier un vrai d'un faux souvenir? Donc ça, c'est la question centrale. Est-ce qu'on peut dire ça, c'est un vrai, ça, c'est un faux souvenir? Alors, Elisabeth Loftus dit que c'est un des plus grands défis de la recherche sur la mémoire humaine. Au cours des dernières décennies, les scientifiques cognitifs se sont tournés bien sûr vers les neurosciences dans l'espoir d'apprendre ce que le cerveau peut révéler sur la mémoire et la cognition. Ils ont utilisé 3 techniques de neuroimagerie, donc les plus largement utilisées pour l'étude de la mémoire humaine, donc l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, les potentiels évoqués complémentaires, et puis aussi un système d'électrodes implantés chirurgicalement dans le cerveau de la personne. Et Elisabeth Loftus conclut: à notre connaissance, personne n'a développé une procédure neurophysiologique qui peut être utilisée pour prédire si un souvenir est vrai ou faux. Nous considérons cela comme une orientation importante pour la recherche future. Alors, est-ce qu'on peut différencier un vrai d'un faux souvenir? Oui, on peut le faire si on peut vérifier que l'événement remémoré s'est réellement produit, c'est-à-dire si on peut trouver des corroborations externes ou des confirmations indépendantes du récit lui-même. Non, pour la majeure partie des souvenirs retrouvés en thérapie qui n'avaient jamais existé jusque-là et qui portent sur des événements qui se seraient passés 20 à 30 ans auparavant. Donc ça, c'est très important. Les critères, Elisabeth Loftus insiste sur ce point, les critères invoqués de clarté, précision, vivacité, émotion, parce qu'on a souvent dit ça c'est un vrai souvenir ou ça c'est un faux souvenir. La preuve c'est que il est plus vif, il est plus, elle dit plus clair, etc. En fait, tous ces critères invoqués qui accompagnent le récit ne sont pas probants. Un faux souvenir peut être aussi clair, précis, vif, émotionnel qu'un vrai. La force de conviction ne réduit pas l'erreur. Donc, bien sûr, le problème, c'est que tous les souvenirs, n'est pas que les souvenirs induits ou retrouvés seraient faux, bien évidemment, on ne peut pas prétendre ça. Il faut accueillir toujours le récit qui nous parvient, mais le problème est que la probabilité qu'il soit faux n'est pas négligeable et qu'il n'y a aucun moyen de le vérifier en dehors d'une corroboration indépendante. J'avais retenu l'interview d'Elisabeth Loftus, New Scientist, en 2013. Donc on lui demandait: existe-t-il un moyen de distinguer un faux souvenir d'un vrai? Elle dit: sans corroboration indépendante, on ne peut pas faire la différence entre un faux souvenir et un vrai. L'imagerie cérébrale pourrait-elle être un jour utilisée pour le faire? Elle répond: j'ai collaboré à une étude d'imagerie cérébrale en 2010, donc est-ce que ça a changé depuis? Je ne sais pas, j'ai questionné des neurologues, mais bon, d'autres pourront le dire peut-être. Et la conclusion extraordinaire que nous avions obtenue est que les configurations neuronales étaient très similaires pour les souvenirs vrais et faux. Nous sommes très loin d'être en mesure d'examiner l'activité du cerveau de quelqu'un et de classer de manière fiable un souvenir authentique par rapport à celui qui a surgi à travers un autre processus. Les scanners de neuroimagerie montrent les mêmes parties du cerveau qui s'allument lorsqu'une personne raconte un vrai souvenir que lorsqu'elle en raconte un faux, tant que la personne qui se souvient croit que le faux souvenir est vrai. On n'en sort pas. Alors,
je ne vous ai pas dit que j'avais illustré ma conférence avec 3 petits extraits d'émissions. Donc le premier extrait que je vous propose, qui dure 2 minutes, Elisabeth Loftus, peut-on différencier vrais et faux souvenirs? Donc on va l'entendre elle-même. Comme Caroline, personne n'est à l'abri d'un faux souvenir. Et votre mémoire en est certainement pleine. Vous pouvez donc vous demander comment faire pour distinguer un souvenir réellement vécu d'un souvenir inventé. L'une des choses les plus difficiles à accepter concernant notre mémoire, c'est que, sans vérification, il n'y a aucun moyen valable de savoir si un souvenir est vrai ou s'il est produit de l'imagination, des rêves ou d'un autre processus. Alors si on trouve un élément objectif qui prouve que le souvenir est faux, par exemple une impossibilité sur le plan géographique, biologique ou psychologique, alors on sait que ce souvenir est inexact. Mais sans cet événement objectif, il est quasiment impossible de faire la différence entre un vrai souvenir et un faux. Alors, maintenant, les faux souvenirs induits par les thérapies de la mémoire retrouvée. Donc, on va développer un petit peu. Donc, première question qu'on peut se poser, pourquoi et comment rechercher des souvenirs en thérapie? En fait, cette idée est née en 1890, essentiellement, du moins c'est concrétisé à cette époque, par la naissance d'un mythe psychiatrique, l'idée du souvenir oublié comme cause des troubles psychiques. La suggestion hypnotique déclencherait la remémoration de l'événement traumatique oublié. Et puis ensuite, en 1895 et 1908, Breuer et Freud ont tous deux pensé qu'il fallait forcer la mémoire à retrouver ce qu'ils appelaient la réminiscence inconsciente, puis le souvenir refoulé. Et ceci au moyen de toutes sortes de techniques, mais au départ c'était l'hypnose et l'imposition des mains aussi. Freud pratiquait ça peut-être au début, l'écriture, la parole automatique, etc. Donc toutes sortes de techniques suggestives qui permettent de développer cette idée. Le faux souvenir induit, donc c'est un souvenir d'abus sexuel retrouvé, très souvent en thérapie, 20 à 30 ans après l'événement incriminé, alors qu'il n'avait jamais existé auparavant. Donc je passe sur la citation d'Elisabeth Loftus que vous pouvez lire. Donc ce faux souvenir affecte principalement, d'après les études faites, les enquêtes faites, il affecte principalement des femmes dont la moyenne d'âge est de 32 ans et qui conduit donc ces femmes à accuser leurs parents. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de vrais souvenirs d'abus sexuels, ni que les abus sexuels n'existent pas. Donc précaution évidemment lorsqu'on accueille un souvenir. Le phénomène des faux souvenirs se répand aux États-Unis à partir des années 80-90, puis a envahi plusieurs pays. Dès son apparition, il sera étudié par des chercheurs tels que Loftus, McNally, Schachter, Spanos, etc., Eric Campbell. En France, il y a eu l'affaire Benoît King en 2012, qui était le premier procès d'un thérapeute de la mémoire retrouvée. Donc, il avait été ébloui par Freud. J'ai écrit un article sur le sujet, d'ailleurs. Les histoires de cas étudiées par Elisabeth Loftus, donc elle a étudié, évidemment, retrouvé évidemment toutes sortes de cas qu'elle a étudiés. Tous les souvenirs retrouvés en thérapie ne sont ni vrais ni faux par définition. Et elle dit l'hypothèse du doute doit toujours être posée. Par exemple, donc j'ai repris 2 des cas qu'elle décrit, celui de Holly Ramona et de Beth Rutherford. Alors le premier, 1989, Holly Ramona, c'est une étudiante en psycho. À 19 ans, elle consulte une thérapeute pour boulimie et dépression. La thérapie est accompagnée d'injections de pentotal, familièrement appelé sérum de vérité, censé garantir la véracité des souvenirs. Au bout de quelques mois, Holly retrouve le souvenir ignoré jusque-là d'actes d'inceste commis par son père sur elle entre 5 et 8 ans.
Le thérapeute organise une séance de confrontation entre Holly et son père, au cours de laquelle elle l'accuse, puis elle porte plainte contre lui. La famille Ramona est détruite, les parents divorcent, mais grâce au témoignage d'Elizabeth Loftus au procès, le père de Holly va être disculpé. Le thérapeute est condamné à $1,5 million de dommages et intérêts, et Holly Ramona ne renie rien de ces accusations. Elle s'installe comme thérapeute, spécialiste des troubles alimentaires et des abus sexuels. L'autre cas qu'elle décrit en 1992, c'est Beth Rutherford, infirmière dans le Missouri. Donc elle est stressée par son travail d'infirmière, elle consulte une psychothérapeute. Au fil des séances de thérapie, elle découvre qu'elle a été violée plusieurs fois par son père entre 7 et 14 ans et qu'il lui a fait subir un avortement. Accusée, le père perd son emploi et risque 7 ans de prison. Plus tard, elle revient sur ses accusations. Ses examens médicaux montrent qu'elle est encore vierge et que son père a subi une vasectomie avant les événements incriminés. En 1996, après un procès, le psy est condamné à verser $1 million et Beth Rutherford en tire la conclusion dans son journal, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet, où elle dit « Le pouvoir de la suggestion est sous-estimé. C'est comme si l'on entrait chez un médecin avec une migraine et que l'on en sorte amputé de ses bras et de ses jambes. » Voilà, donc elle est bien revenue sur tout ça. Donc l'évolution du phénomène aux États-Unis, on a observé un pic en 1990-1993, puis son déclin, mais pas sa disparition. On a cru qu'il disparaissait, mais non. Ces résultats ont été obtenus à partir de 1731 réponses sur 4400 questionnaires. Pourquoi ce déclin aux États-Unis alors qu'il persiste en France, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays? Eh bien, il y a eu la création d'une association, justement, qui est la False Memory Syndrome Foundation, en 1992, à Philadelphie, qui a fait face au mouvement de la mémoire retrouvée, Recovered Memory Movement, qui était apparu en 1980. Cette association donc, a réuni autour d'elle un comité scientifique qui a été constitué par des chercheurs importants, Martin Gardner, James Randi, etc., Elizabeth Loftus, Paul McHugh, et soutenu par le Skeptical Inquirer, la publication de nombreux livres et études sur ce sujet. Bien sûr, la recherche continue sur le sujet. L'information des professionnels, des journalistes et des juristes, du coup, a pu être faite, ce qui a donné un coup d'arrêt assez important aux thérapies. Les procès de certains thérapeutes de la mémoire retrouvée, intentés par des victimes directes et collatérales, qui prennent le pas sur les procès des parents accusés par leurs enfants. Mais la controverse continue. On a fait une enquête sur la récupération de la mémoire en thérapie aux États-Unis. Donc cette enquête a été menée par Laurence Patis et Mark Pendergrast en 2018, donc c'est récent, sur un échantillon représentatif de 2326 adultes ayant fait une thérapie. On leur a posé une première question. Pendant la thérapie, est-ce que votre thérapeute a évoqué la possibilité que vous auriez été abusé dans votre enfance, mais en auriez refoulé les souvenirs? La réponse est 26% de oui en 1990-1994 et 20% de oui en 2015-2017. Donc le chiffre a baissé, mais 20% de oui sur 2326, ça fait quand même pas mal de monde. Et la deuxième question, pendant la thérapie, est-ce que vous avez retrouvé des souvenirs d'avoir été abusé dans votre enfance alors même que vous n'en aviez jamais eu le souvenir? Donc réponse, 18% de oui en 90-94 et 9% de oui en 2015-2017. Ces pourcentages semblent infimes, mais correspondent à des millions de personnes. Les participants ont rapporté que leur thérapeute discutait de la possibilité de souvenirs refoulés d'abus étaient 20 fois plus susceptibles de signaler des souvenirs d'abus récupérés que les autres. Donc quand le thérapeute y croit, surtout, et quand il en parle, ça a une influence. Donc les souvenirs de maltraitance retrouvés étaient associés à la plupart des types de thérapies. Conclusion, Patis Pendergrast apporte la preuve qu'aux États-Unis, la controverse concernant les souvenirs refoulés d'abus sexuels n'est pas résolue. D'où je passe à cette question des ravages de la thérapie de la mémoire retrouvée.
Donc les thérapies de la mémoire retrouvée, elles aggravent l'état du patient la plupart du temps. Quand ils arrivent en thérapie, ces gens ont des pensées suicidaires à 10%, 10% d'entre eux, et puis quand ils en sortent, après la thérapie, ils sont 67% à avoir des pensées suicidaires. Donc je continue pas de lire les chiffres, vous pouvez les voir. L'essentiel quand même, c'est le dernier, à savoir que parmi ceux qui sont entrés dans cette thérapie de la mémoire retrouvée, qui étaient bien avec leur famille avant d'y entrer, ont rompu après la thérapie à 100%. Voilà, donc scénario des TMR, thérapeutes de la mémoire retrouvée, comment ça se passe? Ils poussent leurs patients à accuser, souvent publiquement, leurs parents. Ils estiment que c'est une étape thérapeutique nécessaire. Ça peut se passer au cours d'un repas de famille, au cours de n'importe quoi. Dans un cimetière, devant la tombe d'un père, d'un aïeul, ce qu'on veut. C'est généralement des scènes incroyables. Et donc, ils les incitent à rompre avec leurs parents, leurs amis, tous ceux qui doutent des accusations, et ils les incitent à persuader les frères, les sœurs, etc., pour les mettre dans leur camp, pour se renforcer, évidemment. Ils disent que ce genre de choses arrive dans les meilleures familles, parce que c'est l'argument qu'on leur oppose parfois, mais non, ma famille est très très bien, tout ça. Conséquence, explosion de la famille, détresse des parents, etc. Aggravation de l'état du patient, vous l'avez vu, le thérapeute prend ainsi auprès du patient la place occupée jusque-là par les parents, qualifiée maintenant de toxique. Le rôle de la suggestion, donc le rôle de la suggestion dans les faux souvenirs, qui permet d'induire ces faux souvenirs. Donc je reprends la phrase de Jacques Van Rillard, qui est un psychothérapeute, psychologue, psychothérapeute, et qui pratique la psychothérapie, et qui dit le principe de neutralité est une illusion, tout thérapeute influence. Donc ce n'est pas l'influence qu'on critique, c'est l'utilisation de l'influence par la suggestion. Dans le cas des TMR, les thérapeutes utilisent divers procédés suggestifs non validés pour faire parler l'inconscient et faire surgir le refoulé. Pour eux, les souvenirs spontanés n'ont pas d'intérêt. Donc ils utilisent des tas de techniques possibles sans tout utiliser. Bien entendu, l'imposition des mains, c'était le départ, et puis on est venu aux photos de famille, à la tenue d'un journal. Des interrogatoires répétitifs, des questions biaisées, donc c'est décrit par Philippe Jean Parquet, je vais vous montrer une petite vidéo, et l'hypnose avec régression à un âge antérieur, qui a été critiquée par Benayem, le spécialiste de l'hypnose en France. Donc voici une petite vidéo qui vous permettra de voir ce que dit Jean-Philippe Parquet. Bernard, Stéphanie, un consultant international, une avocate brillante, comment ont-ils pu se laisser piéger à ce point-là? Pour le comprendre, nous avons fait appel à un spécialiste de la manipulation mentale, Philippe Jean Parquet. Il est professeur de psychiatrie. Nous le retrouvons à l'ancienne faculté de médecine de Paris. Voilà, les faux souvenirs, il en a entendu parler pour la première fois lors d'un congrès aux États-Unis. C'était en 1989. Ce qui est toujours stupéfiant, c'est le fait des gens qui ont un haut niveau intellectuel, qui ont une insertion sociale de qualité, qui n'ont pas de vulnérabilité apparente, qui n'ont pas de troubles majeurs, puissent être ainsi mis sous emprise mentale. C'est-à-dire que le fait de la technique de l'emprise mentale fait qu'on abolit tout sens critique. Philippe Jean Parquet a décortiqué la méthode de ces pseudothérapeutes. Pour induire des faux souvenirs, le procédé est toujours le même. Partir d'un élément vrai, une gifle par exemple, et broder une histoire. Cette claque que vous avez reçue une fois, dont vous vous souvenez, etc., je peux parfaitement, si j'étais un thérapeute souhaitant vous mettre sous emprise, dire « mais vous vous souvenez que de celle-là ». Mais vous ne pensez pas qu'il y en a eu d'autres. Vous dites oui, il y en a peut-être eu d'autres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y en a eu d'autres qui ont pris un caractère un peu plus érotique? Est-ce que vous ne pensez pas que votre père ou votre mère y prenaient du plaisir? Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a une dimension sexuelle qui était là? Et pour une petite fille comme vous, est-ce que ce n'est pas quelque chose de terriblement dangereux, terriblement stressant, terriblement désorganisant? D'ailleurs, si vous vous en souvenez pas, c'est parce que c'était très traumatisant. CQFD, le faux souvenir vient d'être créé. Les résultats de la manipulation ici, c'est un scénario que décrit Philippe Jean Parquet, justement.
scénario d'une emprise mentale et d'une dérive sectaire. Donc au départ, le patient est souvent incrédule. Quand il commence la thérapie, son enfance a été heureuse, il ne voit vraiment pas quel est le problème. Et en quelques séances, il admet que l'abus est la cause de ses symptômes. Le thérapeute le pousse alors à se confronter aux parents incriminés. Il prévient le patient que celui-ci sera peut-être dans le déni, ce qui prouve encore plus sa culpabilité d'ailleurs d'après lui. Il l'incite à l'accuser, à rompre avec lui, puis avec sa famille, ses amis, tout son entourage familier, telles sont les conditions de la guérison d'après ce qu'on lui dit. Et alors le patient est isolé, mais c'est le but, comme ça on peut mieux le manipuler, il est vulnérable sous la dépendance exclusive du thérapeute. Le mythe de l'hypnose, on a pensé que l'hypnose permettait de récupérer les souvenirs perdus. C'est d'ailleurs souvent la question que pose quelqu'un qui vient consulter un hypnothérapeute. Est-ce que vous allez m'aider à retrouver mes souvenirs perdus? Michael Yapko analyse les croyances de 850 psychothérapeutes. 75% pensent que l'hypnose permet aux gens de se souvenir avec précision de choses dont ils ne pouvaient pas se souvenir autrement. 54% pensent que l'hypnose peut être utilisée pour récupérer des souvenirs d'événements réels dès la naissance. Les spécialistes des avertis contestent théoriquement cette croyance. Donc, en fait, l'hypnose peut créer de faux souvenirs parce qu'elle a pour objectif le soulagement de la souffrance. Donc, il faut être très prudent à cet égard. Ces souvenirs n'ont aucune valeur pour la police ou la justice. Ils sont fabriqués de toutes pièces. La vraie application de l'hypnose, dit Jean-Marc Benayem, qui est spécialiste du sujet, il dit la vraie application de l'hypnose n'est pas la remémoration, mais l'oubli. La plupart des pathologies obsessionnelles, les regrets, la rumination, les plaintes, les culpabilités, les douleurs, attendent leur remède, qui est l'oubli, et non pas la recherche du souvenir. Les principales raisons de l'adhésion du patient à la thérapie, d'abord il est venu de lui-même, engagé dans un processus dont on lui dit qu'il lui permettra d'être guéri. Il a le sentiment d'être libre. Il est sous la suggestion du thérapeute. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que plus la suggestion du thérapeute est imperceptible, qu'elle soit verbale, non verbale ou autre, plus elle est imperceptible et plus elle est efficace. S'il fait un signe de tête, le patient va dire « Tiens, mais ça, ce que je dis là, c'est vraiment important. S'il écrit quelque chose, de la même façon, etc. » Le lien affectif intense au thérapeute joue évidemment beaucoup. C'est ce rapport magnétique, ce que Freud appelait le transfert psychanalytique. La difficulté à sortir des faux souvenirs, donc le constat qui a été fait, c'est que 8% seulement reviennent et se rétractent au bout de 5 à 6 ans en moyenne. On les appelle des rétractors. Mais vous voyez qu'ils sont donc sur le camembert, là, seulement la petite portion de 8. Les rétractors donc, reviennent dans la famille et sur leurs accusations, mais les returners, eux, qui sont à 38%, reviennent dans leur famille, mais jamais sur leurs accusations, et les refusers donc, sont des gens qui ne reviennent ni dans leur famille, ni sur leurs accusations. Pourquoi il est très difficile de sortir d'une thérapie de la mémoire retrouvée? Eh bien, d'abord parce qu'il faut arriver à surmonter cet obstacle énorme qui est la dissonance cognitive. Et il faut déjà avoir pris conscience que d'être sous influence et ne plus l'être tout à fait, donc c'est un petit peu un cercle. Il faut oser prendre le risque de se contredire, c'est pas facile. Il faut oser reconnaître que l'on s'est trompé, ce qui est encore moins facile vis-à-vis de soi-même et devant les autres. Donc les difficultés qu'on rencontre, ce sont l'isolement et la fragilisation qui sont produites par la thérapie. Le constat, ceux qui en sortent en gardent souvent des traces, c'est-à-dire ils n'en sortent pas indemnes. La sociologie des victimes, donc elle a été étudiée par Paul Mathieu dans de ses ouvrages et par d'autres. Donc la sociologie des patients, des TMR, le niveau d'étude des patients qui accusent leurs parents, les 2 tiers ont suivi des études universitaires, même supérieures. Et ce qui est très important à voir, c'est que la résistance à la manipulation n'est pas corrélée avec le niveau d'études. C'est pas parce on peut être très fragile sur ce plan-là. Toutes les personnes sont sensibles aux faux souvenirs et les distorsions de la mémoire proviennent probablement des structures cérébrales et des mécanismes communs à tous. Laurence Baptiste, 2018.
La sociologie des parents accusés, bon, le profil social, c'est des parents accusés, classe moyenne à 90%, vous voyez, donc voilà. Donc. Les personnes accusées, c'est d'après les résultats obtenus par des études, des questionnaires, 4400 questionnaires, sur 1731 réponses, le père est à 82%, le principal accusé, la mère à 9,6%, mais elle est la plupart du temps accusée de complicité, c'est-à-dire elle a laissé faire, elle a encouragé, elle n'a rien dit, etc. Même innocentées, les personnes faussement accusées ne s'en relèvent pas. Bon, il y a des suicides et tout ça, c'est très dur. L'ampleur du syndrome des faux souvenirs. Donc ce syndrome, je dis syndrome, c'est le terme qui a été utilisé par Elisabeth Loftus, même si les refoulements et les faux souvenirs ne sont pas inscrits dans le DSM, il reste que le terme de syndrome désigne un ensemble de symptômes ou d'attributs qui ont tendance à coexister. Et il n'a pas besoin, ce terme, d'être médicalisé. Le mot syndrome, comme celui de maladie, peut être utilisé correctement sans nécessairement impliquer un diagnostic médical. Donc ce syndrome s'est répandu dans les pays anglo-saxons, le Canada, la Grande-Bretagne et bien sûr en France. Marc Mandelgras avait calculé qu'1 million de cas par an étaient apparus aux États-Unis de 91 à 93, ce qui était énorme. Voilà, donc en France, on manque de statistiques, donc c'est un problème français, malgré le nombre important de cas. Donc la Miviludes a dénoncé les TNR et des associations militantes se battent contre elles, à savoir la FSI, le CCMM, l'UNATFI, le GENPI, etc. Donc toutes ces associations de défense de l'individu contre la manipulation mentale. Les origines du syndrome des faux souvenirs, donc c'est très important, l'impact culturel de la pensée freudienne dans les sociétés occidentales et chez les thérapeutes a été très fort. Donc tout d'abord les concepts, il y en a plusieurs, mais je vais relever les principaux. L'inconscient freudien, c'est un réservoir de souvenirs et de pulsions sexuelles refoulées, et cet inconscient tire à notre insu les ficelles de notre destin. Le refoulement, donc un mécanisme inconscient, il chasserait dans l'inconscient les événements traumatiques de nature sexuelle de notre enfance pour nous en protéger. Et donc il faudrait les retrouver par la thérapie pour pouvoir s'en guérir. Mais le refoulement ne repose sur aucune preuve scientifique. D'ailleurs, Freud le reconnaissait lui-même. Il disait, donc au cours de la thérapie, donc je ne dis pas toute la citation, seulement la fin, au cours de la thérapie, le refoulement est un processus supposé par moi et je l'ai considéré prouvé par l'existence indéniable de la résistance. La résistance, c'est le fait, par exemple, pour le patient de dire « je ne me souviens pas » ou « je ne peux pas raconter ça ». Voilà. Donc là, c'est qu'il y a refoulement. La résistance se manifesterait donc dans la cure par l'autocritique, les silences. Les théories freudiennes, donc une théorie principalement, la première théorie la plus importante, ça a été la théorie de la séduction, mais Freud dira plus tard, c'est une théorie, c'est une idée qui n'a pas marché. Donc la séduction, c'est le fait pour un enfant de subir des avances et des manœuvres sexuelles de la part d'un adulte. De 1895 à 1897, Freud dit qu'il considère comme vrai tous les récits de scènes de séduction de ses patients. En réalité, il dira plus tard qu'il n'avait à cette époque que 3 patientes et que ces récits n'étaient pas spontanés, ils étaient en fait suggérés, extorqués même, il utilise ce mot-là par lui dans la thérapie. En 1897, il abandonne sa théorie, il dit qu'elle est inefficace et qu'il a commis par naïveté une erreur en croyant les récits de ses patientes. C'est là dans la lettre à Fries, son ami, du 21 septembre, etc. En réalité, il croit toujours à sa propre théorie, mais il s'est aperçu que par prudence, il valait mieux qu'il en change. Il élabore alors la théorie du complexe d'Édipe et du fantasme, et là, maintenant, c'est à partir de 1900, Freud considère les abus sexuels comme imaginaires et les récits de ses patients comme des fabulations. Et ceci va avoir une très grande importance sur les thérapies de la mémoire retrouvée. Donc il va inaugurer le complexe d'Oedipe. Les patientes auraient en tant qu'enfants, désiré inconsciemment des relations incestueuses avec leur père, et ce désir aurait été refoulé. Tous les troubles dits psychonévrotiques résulteraient d'expériences sexuelles fantasmées, refoulées.
les réactions du mouvement féministe aux États-Unis. Donc ce changement de théorie a provoqué ces réactions du mouvement féministe qui a été très très fort à cette époque-là. Les psychothérapeutes ont abandonné, après que l'abandon de la théorie de la séduction a été défaite par Freud, ils ont abandonné cette conception-là et ils ont adhéré à la conception du fantasme d'Oedipian. Donc ils ont rejeté fréquemment les récits d'abus sexuels des femmes et des enfants en les considérant comme des fantasmes. Ce déni massif provoque les réactions du mouvement féministe dès les années 70 et bien sûr il va y avoir des conséquences très très graves. La vague des faux souvenirs et des accusations s'amplifie, le retour à la théorie de la séduction, la naissance du syndrome des faux souvenirs, appelé ainsi parce qu'induit au cours d'une thérapie. Tout ceci est bien écrit par Richard Webster dans Le Freud inconnu. Il va donc paraître un livre phare qui va être réédité de 1988 à 2008, peut-être l'est-il encore. 2008, c'est la 20e édition anniversaire. Donc ce livre, c'est The Courage to Heal, à savoir le courage de guérir. C'est un guide pour les femmes survivantes et les enfants survivants d'abus sexuels. Et il est écrit par deux auteurs, femmes, Helen Bass et Laura Davis, qui ne sont pas des psychologues ni des psychothérapeutes, qui sont, j'aurais pu le dire exactement, mais enfin qui font un travail qui n'a rien vraiment à voir avec ça. Ce livre va avoir un succès phénoménal et Paul McHugh d'ailleurs va le qualifier de Bible des thérapistes incompétents. Et donc je résume pour les auteurs, la cause des difficultés existentielles, c'est l'abus sexuel dans l'enfance. Le remède, c'est retrouver le souvenir, de toutes les manières. Il faut trouver le coupable, il faut l'accuser, il faut lui faire payer son crime. C'est comme ça qu'on montre son courage. La liste interminable des symptômes de l'abus, il y en a 74, pardon, j'ai été trop vite. Il y en a 74. Non, je sais plus. Bon, pourquoi je me suis égarée. Je sais pas. C'est pas là, hein? Voilà, donc la liste interminable des symptômes de l'abus. Donc, vous savez, vous connaissez peut-être l'effet Barnum, c'est-à-dire que quand on nous présente une liste de toutes sortes de caractéristiques psychologiques, on s'y retrouve toujours. On dit ah bah oui, mais ça c'est moi. Bon, donc là c'est comme ça la liste interminable des symptômes de l'abus. Donc ça peut aller de la boulimie, l'anorexie, l'obésité, etc. à la faible estime de soi, l'impression d'être fou. Enfin il y a tout. Tout peut être symptôme d'un abus. Et ce livre est accompagné d'un cahier d'exercice. Donc, le thérapeute est censé, quand le patient rentre chez lui, lui demander de tenir son journal, de noter ses rêves, de regarder des photos de famille, etc., pour retrouver justement ce qui s'est passé dans son enfance. Le débat autour de la mémoire et du refoulement, donc les caractéristiques de la mémoire, vous les connaissez, la mémoire nous donne notre identité personnelle, bien sûr elle est fondamentale pour nous. L'oubli ordinaire est une fonction normale, naturelle de la mémoire, nous permet de nous adapter et d'agir dans le présent. Donc le mythe, c'est l'idée que la mémoire humaine fonctionnerait comme un album photo, comme un enregistreur, une caméra vidéo. Qui stockerait donc tous les souvenirs, les événements vécus et nous permettrait de retrouver ces événements vécus tels quels, comme si il n'y avait pas eu le temps passé. Donc le processus reconstructif de la mémoire, nos souvenirs, donc c'est Elisabeth Loftus qui dit ça, je trouve intéressante cette idée. Nos souvenirs sont constructifs et reconstructifs. Ils fonctionnent un peu comme une page de Wikipédia. Vous pouvez les changer, mais d'autres peuvent le faire aussi. Déjà. Non. L'importance de la mémoire et des souvenirs, donc socle de notre personnalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'Elisabeth Loftus a conduit une étude. En fait, un médicament qui s'appelle le propanolol est utilisé pour réduire le stress post-traumatique et les souvenirs obsessionnels. Et donc, elle a proposé à des gens elle leur a demandé si
on utilisait le propanolol sur eux, est-ce qu'ils accepteraient le résultat, c'est que la proportion des gens connaissant cet effet qui accepteront qu'on leur administre cette drogue après un traumatisme ou au moins qu'on leur en donne le choix a été la proportion donc, de ceux qui acceptent a été infime, c'est-à-dire 20%, alors que 80% des sujets interrogés le refusent. Ils craignent qu'on efface leurs souvenirs et qu'on les prive de leur mémoire. C'est vrai que dès qu'on a un trou de mémoire, on se sent perdu, donc il y a des raisons. Donc le débat à propos des souvenirs d'enfance. Donc ce débat, les thérapeutes de la mémoire retrouvée pensent que tous les événements de l'enfance sont mémorisés avec exactitude, que l'oubli n'existe pas. Les sciences cognitives, elles, pensent qu'il y a amnésie infantile jusqu'à l'âge de 3-4 ans environ, qui est due à la lente maturation neuronale, notamment de l'hippocampe. De plus, pour consolider les souvenirs, il faut évidemment pouvoir passer par les mots, donc le récit, et on ne peut pas le faire tout petit. Après l'âge de 3-4 ans, les expériences traumatisantes ne sont pas oubliées, elles deviennent même souvent obsessionnelles. Pierre Janet disait « Certains événements laissent des souvenirs indélébiles et pénibles qui reviennent sans cesse et tourmentent la victime jour et nuit. » Le débat à propos du refoulement, la conception freudienne, donc je l'ai dit, nous refoulons les souvenirs des événements traumatiques pour nous en protéger, ça resterait intact au fond de notre inconscient. C'est répandu dans tous les livres et les films et tout ce qu'on veut. La conception des sciences cognitives, Loftus, McNally, en général, les émotions fortes renforcent les souvenirs. Nous les gardons en mémoire pour ne plus refaire les mêmes expériences. C'est même un principe darwinien pour l'évolution. Donc selon Loftus, McNally, etc., le refoulement n'est basé sur aucune preuve empirique, c'est une croyance, un mythe sans fondement scientifique. McNally dit « La notion que l'on peut être gravement traumatisé et totalement ignorant d'avoir été traumatisé grâce au refoulement est un morceau de folklore dénué de tout fondement scientifique convaincant. » Le débat à propos de l'amnésie dissociative, donc il y a des associations qui se battent pour faire reconnaître l'amnésie dissociative. Elles l'ont fait avec des questionnaires proposés à des gens en leur demandant est-ce que vous avez souffert d'une amnésie traumatique, encore faut-il savoir ce que veut dire amnésie, ce que veut dire traumatique, etc. Donc elles disent 40% des victimes ont une amnésie totale après un viol, 60% ont une amnésie partielle. Mais en fait, ces chiffres sont le résultat d'un sondage dans lequel on demande aux participants d'indiquer les symptômes apparus entre les faits et la complétion du questionnaire. Et il s'agit d'un autodiagnostic qui est réalisé donc, par les associations et validé par ces mêmes associations. Voilà, donc je passe. Olivier Daudier, qui est un chercheur français actuel, jeune chercheur qui a, même peut-être le seul qui a vraiment lancé les recherches sur les faux souvenirs et l'amnésie dissociative traumatique. Olivier donc écrit « Notre objectif n'est pas de prétendre que l'amnésie dissociative n'existe pas, il convient plutôt de souligner que l'amnésie dissociative ne dispose pas d'un soutien empirique et scientifique suffisant pour conclure à son existence. » Richard McNally, de même, avant lui, disait « Les experts en sciences cognitives soutiennent qu'on se souvient très bien des événements traumatiques qui sont vécus dans une terreur écrasante au moment où ils se produisent. Les théoriciens de l'amnésie traumatique sont d'avis contraires, etc. Mais les preuves qu'ils présentent à l'appui du concept de l'amnésie dissociative traumatique ne soutiennent pas leurs allégations. » Alors, troisième petit extrait de vidéo que je vous propose, donc Elisabeth Loftus, donc pour voir ce qu'elle a. Il y a 20 ans, la justice américaine en était au même point, jusqu'à ce que la science s'en mêle. Des chercheurs en psychologie se penchent alors sur les mécanismes de notre mémoire. Leur but, démontrer à quel point celle-ci est facile à manipuler. Elisabeth Loftus interviendra en tant qu'experte dans plus de 200 procès dans les années 90. I study when they remember things that didn't happen or remember things that were different from the way they really were. Aujourd'hui, Elisabeth Loftus est mondialement reconnue pour ses travaux sur la mémoire.
On la retrouve à l'Université de Californie de Irvine, où elle dirige une unité de recherche. Chaque jour, ses étudiants mettent au point de nouvelles expériences. Elle démontre que de faux souvenirs durables et parfois définitifs peuvent être provoqués par de simples suggestions chez près d'un quart des individus. Aujourd'hui, elle lutte toujours contre les idées reçues sur la mémoire. That memory doesn't work like a recording device. You don't just like record it and then play it back later. The process is much more complex. It's a constructive process. We actually take bits and pieces of experience and combine it together to construct something that feels like a memory. If there's one lesson that I like to leave with people after all these decades, it is, just because you hear somebody tell you something and they say it with a lot of detail, they say it with confidence, they say it with emotion, it doesn't mean that it really happened. Because we know that false memories have those same characteristics. There's no proof of this massive repression, the years of brutalization banished into the unconscious. And maybe one day we'll find proof, but until we do, I don't think we should be putting people into prison or depriving them of their money and assets, unjustly. Memory, like liberty, is a fragile thing. Voilà, la mémoire comme la liberté est une chose fragile. Voilà, donc je passe maintenant au dernier aspect, à savoir les aspects judiciaires, justement, puisque ces thérapies des faux souvenirs entraînent leurs victimes à accuser les parents et d'autres d'ailleurs, et que ceci entraîne des procès, donc pas mal de choses, procès qui se déroulent. Olivier Daudier et Mélanie Pailloux, deux jeunes chercheurs actuels, donc ont comparé les connaissances des experts psychologues et psychiatres avec celles de leurs confrères non experts et celles d'individus du grand public. Donc il y avait 624 participants, moyenne d'âge 36 ans, 58% femmes et 42% hommes. Ça ne se détaille pas, donc vous pouvez lire donc lesquels étaient ceci et cela. 403 grands publics, quand même, métiers divers. La conclusion, les psychologues et psychiatres experts au tribunal ont des connaissances limitées concernant le fonctionnement de la mémoire, notamment celle des faits criminels. Plus précisément, les experts ont moins de connaissances que les praticiens non experts. Ce qui est grave puisque le procès se déroule quand même en fonction de ça. Or, l'expression des croyances, par exemple au sujet des souvenirs retrouvés, du refoulement, etc., dans des rapports d'expertise ou au sein même des tribunaux lors d'une déposition, peut avoir de graves conséquences sur les décisions de justice. En effet, juges comme jurés ne peuvent que s'appuyer sur les conclusions d'expertise, puisqu'il revient aux experts d'expliciter les processus mémoriels en jeu lors de faits criminels. Olivier Daudier, toujours, donc en 2018, le besoin d'experts dans les procès français. Un expert, il dit, un expert en mémoire judiciaire n'existe pas en France. Il est clair que les experts des tribunaux de psychologie et de psychiatrie français manquent de connaissances sur la mémoire et peut-être que seuls quelques-uns peuvent traiter efficacement les problèmes de mémoire se produisant dans les procédures judiciaires. Donc, contrairement à d'autres pays occidentaux, un expert en mémoire judiciaire n'existe pas en France. À mon avis, plusieurs chercheurs français travaillant quotidiennement sur la mémoire de témoins pourraient constituer un atout considérable pour la justice française. D'ailleurs, c'est pourquoi il a aussi fait le choix d'écrire certaines choses en français, parce qu'il a dit, à force de n'écrire plus qu'en anglais, et c'est vrai qu'il y a peut-être pour des psychiatres ou autres personnes une difficulté à comprendre ce qui est dit. L'étude de Lawrence Pattis, donc américain, lui, 2018, qui conclut aussi que les experts de la mémoire sont encore moins sceptiques à l'égard des souvenirs refoulés que les praticiens, les étudiants et le public. Donc, ce qui est aussi assez grave. Donc, je conclus maintenant, bien sûr, à la prudence en ce qui concerne l'utilisation de l'amnésie dissociative dans des cadres thérapeutiques, mais aussi des cadres judiciaires, dans la mesure où l'abandon de la terminologie refoulement inconscient a laissé la place à celle d'amnésie dissociative.
qui est le terme actuel, et que la controverse autour n'est terminée ni dans la littérature scientifique, ni sur le terrain clinique. Richard McNally dit « Les guerres de la mémoire ne sont pas de la science contre de l'anti-science. Au lieu de cela, elles concernent le fait d'interpréter correctement la science en contraste avec la science mal interprétée. Il dit « Quand la science est interprétée correctement, la preuve démontre que les événements traumatiques, ceux vécus comme massivement terrifiants au moment de leur apparition, sont fortement inoubliables et rarement, sinon jamais, oubliés. » Et il dit « La thérapie de la mémoire retrouvée est la plus grave catastrophe qui ait frappé le domaine de la santé mentale depuis l'époque de la lobotomie. » Et Elisabeth Loftus, je rappelle la phrase qu'elle a dite dans un petit extrait que je vous ai montré. « En tant que société, nous ferions bien de garder constamment à l'esprit le fait que la mémoire, comme la liberté, est fragile. » Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Et je remercie aussi l'association Stigma, surtout, de m'avoir invité. Je ne l'ai peut-être pas dit au départ. L'association Stigma, avec un nom très énigmatique, j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire, mais elles-mêmes, elles ne savent pas. Donc, je me suis consolée comme ça. Bon, voilà, donc je les remercie vraiment. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et maintenant, on peut passer un temps de questions. Nous avons quelques minutes. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Oui. Elle est autorisée parce que beaucoup, comme je l'ai dit, il y a une controverse et que beaucoup n'admettent pas que les souvenirs retrouvés, refoulés, ne soient pas considérés comme vrais. Donc l'amnésie dissociative, elle est mise en avant par des choses comme par exemple, vous avez entendu parler de Noël Salmona, par exemple, dans son association et d'autres avec elle. En fait, ils sont très vulgarisés. Les médias reprennent. Moi, je suis abonnée aux alertes Google, faux souvenirs, amnésie dissociative, Noël Salmona, elle y est tout le temps. Et donc, en fait, elle est. Bon, comment dire, c'est pas admis par tous. Et certaines personnes qui sont soumises à ça ne vont pas à l'extérieur dire ensuite c'est faux. Comme ça, c'est justement l'effet de la suggestion et de la manipulation mentale. Donc pourquoi, effectivement, ça devrait. Et puis, si je dis, le fait aussi que les experts ne sont pas forcément, psychiatristes, ne sont pas forcément très au courant de ça. En fait, aux États-Unis, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que le psychiatre s'est passé proposer à son patient une sorte d'accord de départ où il disait chacun devait reconnaître que dans le cas où il découvre des souvenirs qui n'étaient pas vraisemblables, qui pouvaient être faux, eh bien, il se mettrait tout ça en doute. Voilà. Consensus. On a encore le temps vraiment pour une toute petite question. Allez-y. Est-ce qu'il y a des recherches ou des observations faites sur l'impact qu'il peut y avoir dans les séparations conflictuelles jugées dans les tribunaux français? Je répète la question pour ceux qui n'ont pas tout entendu. C'était demander s'il y avait un lien avec les séparations conflictuelles, c'est ça? Est-ce qu'il y a des recherches ou des observations qui ont pu être faites dans l'utilisation des faux souvenirs dans le cas des séparations conflictuelles? D'accord, donc des recherches à propos des faux souvenirs dans les situations de séparation conflictuelle. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites là-dessus? Est-ce que vous savez? Ce qu'il faut, c'est que justement les gens soient informés. Bon, actuellement, j'ai eu plusieurs gendarmes qui m'ont demandé de les rencontrer et de voir avec eux ce que c'était que tout ça, cette thérapie des faux souvenirs et tout ça, parce qu'ils n'étaient pas au courant, parce que l'information n'est pas faite, parce que voilà, c'est un terrain glissant. Donc il n'y a pas vraiment de prévention, ni d'information, ni de... Bon, j'ai eu beaucoup de parents qui m'ont contacté pour me dire, voilà, dans quel cas, dans quelle situation ils étaient, situation épouvantable.
mais ils ne trouvent pas du tout d'écoute nulle part. Bon, les associations qui se battent peuvent les aider un petit peu, mais sans que pour autant ça puisse aller plus loin, parce que imaginez quand un parent porte plainte contre un de ses enfants qu'il a accusé faussement, eh bien c'est sûr qu'à ce moment-là, le précipice est définitif entre le parent et l'enfant. Et bon, c'est très dur.